Thank you very much. Some of you already know, but I play a bit of guitar myself. When I started out, and really for the next decade, I spent a lot of my time trying to figure out how not to sound like not just one of the guitarists in this band, but three of the guitarists in this band. And I wasn't alone. Ce groupe, dont parle The Edge, a été au début des années 60 un des fers de lance de ce qu'on a appelé le British Blues Boom. Pionnier dans des genres tels que le rock psychédélique, le hard rock ou encore le punk rock, j'en passe et des meilleurs. Qui a vu passer dans ses rangs 3 des plus grands guitaristes de l'histoire. Et quand je dis grand, c'est vraiment grand. Really? Yes, really. Et enfin qui a abouti à sa dissolution à la création d'un des plus grands groupes que le rock ait porté. Et quand je dis grand, c'est vraiment grand. Really? Ça, c'est du rock. Les Yardbirds. Un nom qui 55 ans après ses débuts résonne aujourd'hui comme un véritable mythe des 60s, mais aussi de l'histoire du rock. En 1963, la perfide Albion n'est qu'à l'aube de son apogée musical, lorsque 5 gugus rencontrés dans des écoles d'art forment le groupe de Yardbirds. Maillon essentiel dans l'explosion du blues version Union Jack dans les années 60, les Yardbirds tentent autant que les Stones de faire connaître au public anglais le blues électrique américain, sorti tout droit des usines de Chicago, en reprenant des titres dont les auteurs sont complètement oubliés chez l'oncle Sam et encore totalement inconnus au pays de la couronne. Leur nom, qui fait référence à l'un des plus grands jazzmen de l'histoire, révèle également l'intérêt que portent ces jeunes Anglais à la culture américaine, celle qui a vu naître le mouvement littéraire le plus subversif des années 50. Pourquoi ce groupe, si peu connu du grand nombre, est-il devenu un mythe pour les aficionados du rock des premières heures, et en particulier pour les amateurs de guitare? La réponse, en 3 noms. 3 comme 3 guitaristes. Octobre 63, le lead guitariste Anthony Topham quitte le groupe et est remplacé par l'un des guitaristes les plus en vue de la scène londonienne. Alors étudiant en art du vitrail au collège de Kingston, celui qui se fera appeler Slow Hand par leur manager Giorgio Gomelski intègre les Yardbirds en y apportant un jeu virtuose, brut et expressif. C'est à partir de cette époque que le groupe fait de ses représentations live sa marque de fabrique. Performance dont le son sera constamment difficile à reproduire en studio. No, I think it's about time you shut up and we had Howlin' Wolf on stage. Tout comme les Stones le feront avec Howlin' Wolf, les Yardbirds participeront fin 63 à une série de concerts enregistrés avec une de leurs idoles. Cette expérience se transformera en semi-fiasco, compte tenu de l'incapacité du vieux bluesman à s'adapter au groupe jouant derrière lui. Mais après des mois de tournées effrénées, les Yardbirds peinent néanmoins à en tirer profit. Il leur faut vite composer un tube pour pouvoir enfin être sous le feu des projecteurs. L'explosion de la musique populaire l'année suivante pousse les Yardbirds à se diriger de plus en plus vers celle-ci. C'est en février 65 que sort leur premier succès commercial, titre qui les fera passer dans le grand bain des charts anglais et américains. Mais c'en est trop pour le bluesman qu'est Eric Clapton. Celui-ci n'accepte guère le virage pris par le groupe. Ce titre marque alors une rupture et pousse Slow Hand vers la sortie. Un certain Jimmy Page est alors pressenti pour le remplacer, mais celui-ci refuse, pour comme il le dira, ne pas trahir son ami.
Page propose alors au groupe un autre guitariste, virtuose lui aussi. Jeff Beck apporte un vent de fraîcheur aux Yardbirds. Véritable expérimentateur de l'instrument à 6 cordes, il apporte de par son jeu polyvalent une multitude de sonorités. Il sera l'un des premiers à utiliser des effets de distorsion et de réverbération alors inconnus jusqu'à ce jour, et à tester des sons à l'acoustique futuriste. Jeff Beck, le guitariste avant-gardiste à l'allure débauchée, est également un des premiers à apporter une touche orientale dans la pop. Il va devenir quelques mois avant l'arrivée d'un extraterrestre venu tout droit de Seattle, un des tout premiers guitar-héros anglais. Un des rares qui, comme Pete Townshend, transformera l'instrument roi du rock en vrai objet de culte. La période Beck est certainement la plus fructueuse de la carrière des Yardbirds, avec des succès qui lancent définitivement le groupe dans la légende des 60s et qui font de celui-ci un des précurseurs du rock psychédélique anglais, porté par un Jeff Beck déchaîné. Mais malgré le succès, le groupe peine toujours à en tirer des bénéfices financiers directs. De plus, à l'été 66, le bassiste Paul Samuel Smith, ayant la volonté de passer de l'autre côté de la production musicale, quitte le groupe et se fait remplacer à la basse par le guitariste le plus adoubé des studios anglais de l'époque. And one day I did a music session and it was horrific. It was just reading music all the way through. They don't stop. You just keep turning the music and playing. Oh, that's it, I'm finished, I'm out. And that was at the time when I was hanging around with Jeff, going to Yardbirds gigs, and the bass player decided to leave the band and I joined on bass just to help me out on a couple of gigs, and then it was on to guitar. Merci beaucoup. There's a number we call Shapes of Things. Véritable virtuose de la guitare, grâce à ses nombreuses heures passées en studio, Page est non seulement devenu un musicien rigoureux à la technique infaillible, mais aussi un expert des méthodes d'enregistrement et de production qui lui serviront pour ses projets futurs. Et au moment où Jeff Beck s'absente lors d'une tournée, Page échange sa basse avec Dreja pour pouvoir assurer les parties solistes. Au retour de Beck, les Yardbirds seront dotés de manière inédite de 2 guitares solistes dans ses rangs. Le fait que les 2 guitares puissent se répondre sur le même style de jeu génère un véritable mur du son et ouvre, dans la pratique, à des sonorités surprenantes. Après avoir approché le Velvet et les Who pour ce faire, le cinéaste italien Michelangelo Antonioni immortalisera l'éphémère duo Beck-Page sur la membrane dans son emblématique Blow Up. Film primé à Cannes l'année d'après et définitivement considéré comme le manifeste cinématographique du Swinging London. Antonioni reproduira dans cette scène la marque de fabrique de Pete Townshend via l'autre guitar-héros de l'époque. Give him a song again. Une scène figurative, symbole de l'effervescence qui gagnait le Londres de 66. Après seulement 3 titres enregistrés le temps de leur collaboration, d'à peine 3 mois, Jeff Beck, fatigué par l'organisation des tournées et voulant créer sa propre formation, quitte le groupe en octobre 66 et laisse Page, seul maître instrumental à bord. Things just got on top of me and it's cracked up, you know, basically. I wanted to do something other than travel. I don't care what it was, just get it out of my hair, you know, all that traveling and start and think about what I want to do.
Le départ de Jeff Beck ouvre la voie à Jimmy Page comme leader naturel du groupe, qui poursuit dans un autre style, l'esprit expérimental laissé par Beck après son départ. Mais 67 devient l'année erratique pour les membres du groupe, qui sont épuisés physiquement et moralement par 4 années de concert. La sauce créative prend de moins en moins. Le batteur Jim McCarthy n'arrive plus à suivre les représentations live en raison de sa forte consommation de drogue, et le chanteur Keith Relf, de plus en plus sujet à des crises d'asthme, ne trouve plus l'énergie pour ce rock lourd dont il pense qu'il a aucun avenir. Inspirés par la musique folk du moment, tous deux quitteront le groupe en juin 68 pour former Renaissance, contre la volonté de Page, qui aura tout fait pour garder le ciment entre les quatre. Le bassiste, Chris Dreja, se tournant vers la photographie, Jimmy Page s'attelle alors à rechercher de nouveaux membres. Il trouve en la personne de John Paul Jones, le bassiste de studio le plus réputé d'Angleterre, l'autre virtuose des cordes dont il a besoin. Page et Jones, devant honorer une série de concerts en Scandinavie à l'été 68, doivent trouver un chanteur et un batteur pour la tournée. Ils dénicheront 2 ex-membres d'un groupe très éphémère, le Band of Joy. Les clauses du contrat liant les anciens membres des Yardbirds étant catégoriques, seuls Page et Dreja pourront utiliser le nom du groupe sans Relf et McCarthy. Dreja étant parti, la problématique du changement de nom s'impose. Le fait que Jimmy Page ait changé le nom de Yardbirds au profit de New Yardbirds serait, d'après les dires du biographe Greg Rousseau, dans sa biographie consacrée au groupe, une fabulation. Cela découle d'après lui d'un malentendu, suite à une affiche où serait indiqué dessus Jimmy Page New Yardbirds. Toute référence de l'époque au nouveau groupe de Page, notamment les affiches de concert, indiquerait bien les Yardbirds et non les New Yardbirds, comme il est admis aujourd'hui. La page Yardbirds se tourne ainsi pour de bon. Ce groupe mythique, qui n'a vécu que 5 petites années, et qui a vu la musique populaire se transformer de manière inédite, du rhythm and blues de puriste au rock lourd, en passant par la commerciale pop et le psychédélisme planant. Ce groupe reste pour la postérité l'un des grands témoins d'une période dorée. That's an amazing performance. As the Yardbirds and their last number, which is called Dazed and Confused. Et ce 25 octobre 1968, bien que l'affiche du concert dans le comté de Surrey indique encore les Yardbirds, c'est sous un autre nom que naîtra sur scène ce jour-là un autre mythe. Celui d'un groupe de rock pur qui allait régner sans commune mesure sur la décennie suivante. We do not speak his name.